Une autre actualité dont on parle beaucoup ici en France, c'est le fameux débat sur l'identité nationale. Eh bien, Métropolis a choisi d'y participer. Comment? En écoutant des écrivains qui nous parlent de la langue française. Or, ils sont danois, comme Pia Petersen, allemands, comme Anne Weber, ou afghans, comme Atiq Rahimi, lauréat du prix Goncourt en 2008. Les écouter, c'est comprendre ce que veut dire choisir une autre langue pour écrire. Les écouter, c'est avoir une idée de l'identité française. J'étais venue de façon totalement illégale. Je n'avais pas de papier, pas de travail. Je me suis incrustée les premières années en travaillant en noix. Et dès que j'ai pu, j'ai obtenu mes papiers et je les ai eus. Non, je suis restée travailleur sans papier pendant un bout de temps, mais enfin pas si longtemps que ça. Quand j'ai quitté l'Afghanistan, alors j'ai abandonné l'écriture. Je ne voulais pas écrire. Parce que j'étais conscient que je ne pourrais jamais écrire dans une autre langue, dans la langue maternelle. Écrire un texte littéraire, pour moi, c'était un rêve inaccessible. Quand je suis arrivée en France, j'écrivais absolument pas et c'est évidemment, ça posait un gros problème. J'écrivais pas, donc il fallait que j'apprenne et j'avais pas les moyens de me payer un prof. Donc j'avais le rouge et le noir de Stendhal, un dictionnaire danois, français, français, danois. Et sur chaque page, j'apprenais 10 mots à peu près par jour ou plus selon le temps que j'avais. Je les apprenais par cœur et petit à petit, j'arrivais à reconnaître les mots, à constituer des phrases et tout ça. Et j'ai commencé tout de suite des études de philo. Alors évidemment, j'étais assez incompréhensible. Hein. Les profs s'arrachaient les cheveux à chaque fois. Ma première note, c'était moins que 0. Elle ne savait pas que je n'étais pas francophone. J'avais oublié de le signaler. Elle pensait que j'avais un problème psychologique grave. C'était sur Kant. Mais je ne connaissais pas Kant non plus. Alors j'avais pas mal de handicap au départ. Je suis venue à 18 ans. J'étais fille au père. Et puis je suis restée. J'ai commencé, au bout de peut-être 7-8 ans de vie en France, à écrire aussi en français. Et à traduire dans le mauvais sens, disons. C'est-à-dire, normalement, un traducteur, c'est toujours vers sa langue maternelle. Et moi, je traduisais, depuis le début, j'ai traduit beaucoup dans l'autre sens, de l'allemand en français. Au commencement donc, Anne Weber, née en Allemagne et installée à Paris, est une traductrice, disons, atypique. Son premier roman, elle l'écrit en français avant de le traduire dans la langue de Goethe. Depuis, pour chacun de ses livres, elle écrit toujours deux versions. Je me suis quand même mise à écrire en français, je crois, inconsciemment aussi, parce que l'allemand était une langue qui m'intimidait. Je ne sais pas comment voulez-vous vous mettre à écrire après avoir lu Hölderlin et Goethe et Kleist. Le français, bizarrement, m'intimidait moins, et c'est d'ailleurs toujours le cas. J'ai l'impression que les mots en allemand sont 10 fois plus lourds. Et ça n'a aucun rapport avec cette espèce de cliché sur la lourdeur présumée des Allemands et de la langue allemande et de la pensée allemande. C'est simplement, je pense que ce serait l'inverse si j'étais née en France et que je pratiquais la langue allemande comme langue étrangère. Ça m'a toujours semblé évident que j'allais écrire en français. La langue danoise, c'est une langue quand même très très pragmatique. Vous savez la chose, la non-chose, et puis voilà, tout est à peu près résumé. Hein. Il y a beaucoup de variations qui ne sont plus ou qui sont plus utilisées, qui disparaissent. Je ne peux pas imaginer qu'on peut réellement penser en danois ou pousser très loin sa pensée. Il y a trop de limites, il y a trop de frontières, il y a trop d'interdits. Eingesabour, vraiment, je ne sais pas ce qui s'était passé. La première phrase a été sortie en français. J'essayais de l'écrire en persan, je n'arrivais pas. Ça venait enfin, très banal, une histoire. Je n'y arrivais pas. Et je me suis posé justement la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai continué à écrire en français justement pour savoir pourquoi cette histoire ne veut pas sortir en persan. Cette histoire, c'est celle d'une femme afghane qui veille son mari plongé dans le coma. Face à la mort, elle décide de se confesser dans un langage parfois très cru. Ma langue maternelle, le persan, quand même, c'est une langue très
métaphorique, très pudique, enfin, comme toutes les langues maternelles. Et c'est vrai, là maintenant, quand je pense à certains passages, comment pourrais-je décrire en persan? Comment une femme peut insulter de cette manière son mari? De l'autre côté, ça ne veut pas dire que une femme afghane ne peut pas penser de cette manière. Elle pense, mais elle n'ose pas le dire. Oui? Alors, justement, la langue française m'a permis justement de verbaliser cette pensée. Tout ce qui est gros mots, choses un peu vulgaires, ça passe beaucoup mieux. Enfin, ça passe, justement, ça passe pas, mais je pourrais les écrire, des mots comme ça, beaucoup plus facilement en français qu'en allemand. En allemand, j'ai un frein. En français, c'est purement dans la tête, intellectuel. Tel mot a telle connotation, mais il faut que je me le dise. Je ne le sens pas tellement. Enfin, beaucoup moins qu'en allemand. Dans mon premier roman, j'avais une espèce d'avalanche de mots, de concepts, de notions, de synonymes. Je mettais toute la sauce, hein, et c'était très très complexe. Personne n'y est jamais arrivé au-delà de 15 pages. J'ai travaillé en utilisant ma volonté pour arriver à une écriture qui soit plus simple. J'écris sur des sujets qui sont des sujets un peu lourds. Là, le dernier roman, c'est un roman sur l'argent, le rapport qu'on a à l'argent, l'attitude derrière l'argent. Et c'est vrai que je ne voulais pas que trop de termes complexes nuisent la lisibilité et l'interrogation qui finalement ne paraît pas en tant que telle, mais qui passe comme ça au travers des personnages. J'étais désespéré avec Sang et Sabour à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais que c'était ridicule d'écrire de cette manière. Quand on essaie d'écrire dans une autre langue, justement, on essaie toujours de montrer que voilà, je maîtrise très très bien la langue et on essaie de faire des jeux de mots, machin, bidule. Donc au point où de temps en temps ça devient complètement ridicule. Oui. Donc, ou bien il faut aller très loin dans ce jeu, comme faisait UNESCO, comme faisait Beckett, donc, et assumer ça. Ou il ne faut pas que ça soit à la manière de. Mon dernier livre n'est même pas lu dans mon propre pays. Je ne sais pas si j'appartiens à la littérature afghane. Enfin, j'écris en personne, mais je suis publié plutôt ici en France. Je ne voulais pas qu'on me remarque en tant qu'étrangère, en tout cas pas en tant qu'Allemande. Je voulais passer un peu inaperçue. Mais c'est raté, hein. J'ai pas la nationalité française encore, hein, mais je me comporte comme si je l'avais depuis toujours, c'est certain. J'écris dans la langue française, moi je crois que ça y est, j'appartiens à la langue française, à la littérature française. Pourquoi est-ce qu'on écrit l'origine d'un écrivain? Moi ça m'embête chaque fois qu'il y a écrit natif du Danemark sur ma 4e de couverture. J'ai commencé à faire mon petit guerre pour qu'on m'enlève. Anne Weber publie Tous mes vœux chez Actes Sud et chez Fischer en Allemagne. Auguste, tragédie bourgeoise pour marionnettes, est au bruit du temps. Une livre de chair de Pia Petersen est publiée par Actes Sud et Sang et Sabour, Pierre de patience d'Atik Rahimi sera réédité en folio en mars prochain.